C'est à partir d'Évron, hein, que mes parents savent, c'est-à-dire 4 semaines après, 4 semaines passées sans la moindre nouvelle de moi, sans savoir si je suis vivant ou mort, sans savoir où je suis, à ce moment-là, ils savent que que j'ai été évacué avec une école de Reims dans la Nièvre. Mais ils ne savent pas où. Voilà. Mais tout ça, ça va être entièrement raconté, hein, avec les dates, tout est là-dedans. Et je dirai tout ça. On va enregistrer tout ça. J'ai été évacué en 1940. Voici le récit de l'évacuation que j'ai vécue au printemps et à l'été 1940. J'avais alors 5 ans et demi. Nous habitions à Laon, dans la ville basse, dans le quartier Saint-Marcel, pas loin de la gare. La gare de Laon était un nœud ferroviaire important, une gare de triage, et dès le début de la guerre, en septembre 1939, mes parents avaient jugé prudent d'aller vivre momentanément à Notre-Dame-de-Liesse, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Laon, dans ma maison natale, où vivaient ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, âgée de 80 ans et impotente. C'était au 15, faubourg de Reims, nom de la rue à cette époque. Elle est devenue depuis rue du Maréchal Leclerc. Sage décision, car Laon a subi 3 bombardements meurtriers entre 1941 et 1944, et la maison que nous habitions a été détruite. Le 16 mai 1940, vers 5 heures de l'après-midi, une colonne blindée venant du sud, de Marché, est entrée dans Liesse et s'est arrêtée dans la rue de Reims et le faubourg de Reims. J'ai un souvenir précis de ce blindé devant notre maison, brillant dans le soleil. C'était la colonne blindée du colonel de Gaulle qui allait, de là, prendre la direction de Montcornet, à une vingtaine de kilomètres de Liesse, où il allait, le 17 mai, arrêter les Allemands jusqu'au lendemain. Les soldats étaient descendus de leur véhicule, les habitants du quartier qui n'avaient pas encore pris les chemins de l'Exode étaient tous sortis et les questionnaient. Mes parents, ma grand-mère, que faut-il faire? Partez, partez, il veut se battre, on va se battre. Il était leur colonel de Gaulle. C'est ainsi que vers 7 heures du soir, nous avons pris la route, à pied, en direction de Marché, mon père poussant la charrette à bras que possédait ma grand-mère, sur laquelle on avait couché mon arrière-grand-mère, ma mère portant ma petite sœur, qui était âgée de 20 mois. Il faisait un temps magnifique. Je me rappelle le ciel bleu, le soleil, et cette image de nous sur la route. Je ne me rappelle pas d'autres personnes sur la route. Il est vrai que la plupart des voisins ne sont pas partis, ils se sont terrés dans leur cave, et ils ont bien fait, puisqu'il ne s'est rien passé à Liesse. On s'est battu à 20 kilomètres de là, et beaucoup de ces soldats à qui nous avions parlé y sont morts dans leurs blindés détruits. De Marché, au sud de Liesse, nous avons pris la direction de Coucy-les-Eppes. Et en sortant de Marché, nous avons rencontré quelques camions militaires et une ambulance. Ils ont installé mon arrière-grand-mère dans l'ambulance. Elle a évacué seule jusqu'à Mende, en Lozère, où elle est morte quelques mois plus tard dans un hospice de vieillards. Nous ne l'avons pas revue vivante. Ils ont hissé mes parents dans un camion en disant « On va vous emmener un peu plus loin, c'est toujours autant que vous ne ferez pas à pied ». J'étais resté au pied de l'arrière du camion, petit dernier. Ils ont déclaré que le camion était complet et ils m'ont embarqué dans le camion suivant. Le camion où étaient mes parents et celui où j'étais n'avaient pas la même destination et ils ne se sont pas arrêtés au même endroit. C'est ainsi que j'ai été perdu. C'était la tombée de la nuit, la panique et la pagaille étaient générales, les Allemands étaient tout proches.
Ces soldats qui sans doute allaient monter au front ont fait de leur mieux pour aider les réfugiés que nous étions déjà. Je n'ai aucun souvenir de mon embarquement dans ce camion. C'était l'heure où j'étais déjà ensommeillé et j'avais bien marché. Je garde de mon périple d'évacuation un bon nombre de souvenirs qui demeurent ou jouent toujours aussi vifs, aussi précis dans ma mémoire, mais je crois qu'il me faut en préciser la nature. Ce ne sont pas des souvenirs de faits, d'actions qui s'inscrivent dans une durée, un déroulement. Ce sont des images, des instantanés, des flashs, ce qui sans doute a contribué à les rendre inoubliables. Peut-être est-ce dû aussi au choc psychologique, affectif que j'ai vécu pendant ces 11 semaines. Voici mon souvenir suivant. C'est le 17 mai, sans doute au matin. Je suis entouré de 3 ou 4 soldats dont l'un d'eux me tient dans ses bras. Ils sont un peu rigolards, c'est ainsi que je me les rappelle. Et ils me font boire un liquide horrible dans un quart militaire en fer blanc. J'ai un souvenir extraordinaire de l'éclat du métal et de la forme de ce quart. Liquide horrible qui sans aucun doute était de l'alcool pour m'endormir. Sans doute allait-il rejoindre une unité qui allait monter au front. Que pouvait-il faire d'un enfant de 5 ans? Ils ont pensé, espéré que quelqu'un me trouverait dans la grange où ils m'ont déposé, porte fermée, sans doute pour m'empêcher d'en sortir et d'aller errer. Le souvenir qui suit juste celui que je viens d'évoquer est celui d'un événement qui a déterminé sans aucun doute la suite de mon histoire. Je sors en pleurant de l'obscurité totale dans un soleil éblouissant avec un soldat qui me tient par la main. Il y a comme une petite marche usée, irrégulière, un vieux seuil qui était fait d'une pierre sans doute et de la paille, d'un jaune vif, quelques poignées de paille tombées là qui brillent au soleil, et je me rappelle être sorti par une petite porte. Le souvenir suivant, je suis assis près du soldat qui conduit une voiture individuelle, militaire à coup sûr, et je lui demande quand est-ce qu'on va retrouver maman. Et il me répond, on va la retrouver ta maman. Et cela à plusieurs reprises. Au flash suivant, dans l'ordre chronologique que je reconstitue, je suis debout dans une espèce de hall. Il y a derrière moi quelques marches qui montent. Devant moi, à quelques mètres, 2 dames, une qui me paraît vieille et une jeune, et sur le côté, à gauche, le soldat qui m'a amené là. Où m'a-t-il amené et déposé? Comment m'a-t-il trouvé? Qui est-il? Il m'a amené dans une école de filles à Reims, école qui était située rue Gerbaud, dont la directrice était Madame Gervaisot, qui avait avec elle sa fille Madeleine, et qui m'ont accueilli et traité comme si j'étais leur petit-fils et frère. Il m'a trouvé et conduit là le 18 mai. Il a raconté à Madame Gervaisot qu'il a eu soif. Il s'est arrêté. Est-ce au bord d'une ferme ou dans un village pour trouver de l'eau? Il a entendu pleurer. Les pleurs venaient d'une grange et c'est de là qu'il m'a sorti. Dans une région qui a terriblement souffert lors de la Première Guerre mondiale, la quasi-totalité des habitants, à ce moment-là du mois de mai 40, avaient pris le chemin de l'Exode. J'avais de fortes chances de mourir de faim et de soif dans cette grange, dont j'aurais été bien incapable de trouver la sortie. Cet homme, qui avait laissé son nom et son adresse à Madame Gervaisot, lui avait dit, si ses parents, sa famille ne le retrouvent pas ou disparaissent, je l'adopterai.
j'ai déjà une petite fille de 2 ans. Il s'appelait François Holzmann, nom orthographié avec un seul N sur son acte de naturalisation et 2 N sur sa tombe. Il était né le 26 juin 1906 en Tchécoslovaquie et avait été naturalisé français en août 1934. Il habitait à Auboué, cité du Tunnel, près de Briey, au cœur d'un bassin minier et de sidérurgie de Meurthe-et-Moselle. Il était marié et père d'une petite fille, Colette, née en septembre 1938 et décédée à Briey à l'âge de 22 ans. Cette petite fille, qui aurait pu devenir ma petite sœur, avait été adoptée comme pupille de la nation, selon la formule officielle, en juillet 1946. François Holzmann avait été mobilisé dans le 3e régiment d'automitrailleuses et il a été tué au combat le 10 juin 1940 à Venables, dans l'Eure, où il a d'abord été enterré. Ultérieurement, sa dépouille a été ramenée dans la nécropole nationale de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. Il repose dans une tombe individuelle, carré 39 bis, rang 2, sépulture 19. Je suis allé sur sa tombe. À ce moment du mois de mai, à Reims, il a été décidé, en catastrophe, d'évacuer les enfants des écoles. Et c'est ainsi qu'avec Madame Gervaisot, sa fille Madeleine, qui avait une vingtaine d'années, un groupe d'enfants, nous avons pris la direction du sud, en autocar. Des quelques moments passés à Reims et du départ en autocar, je n'ai aucun souvenir. Du voyage lui-même, j'ai 3 souvenirs, un vague et 2 précis. J'ai le souvenir vague de n'être pas seul, qu'il y a plusieurs jeunes voyageurs dans cet autocar. Le second souvenir, nous roulons, et par la fenêtre, sur la gauche, je vois au loin, à l'horizon, des flammes, de la fumée. C'est en pleine journée, la campagne est sous le soleil. Ce souvenir est d'autant plus précis que je me souviens encore du vague sentiment d'inquiétude qui lui est associé. Le troisième, nous sommes descendus de l'autocar, on nous promène sur un chemin de pierre et de terre entre les champs, pour nous dégourdir les jambes ou arrêt pipi, et 2 avions apparaissent haut dans le ciel. On nous fait nous précipiter derrière des buissons qui sur la droite bordent ce chemin. Mais les avions s'éloignent. Là aussi, je me souviens du sentiment de peur. Et c'est aussi un des tout premiers souvenirs d'un fait qui s'inscrit dans une durée, dans un déroulement. Notre périple s'est achevé à Montigny-sur-Canne, petit village de la Nièvre, au manoir du Pron, où nous avons été logés. J'y suis resté jusqu'au 25 juillet, jour où mes parents sont venus me récupérer. Je n'ai aucun souvenir de notre installation là-bas, aucun souvenir des autres enfants du groupe, aucun souvenir d'où je dormais. En revanche, j'ai un souvenir précis de l'endroit où je mangeais. Un jour, au repas de midi, je suis seul à table, tout le monde, sauf moi, a terminé son repas, devant une assiette de pois cassés. Je revois la couleur verte, que je n'aime pas. C'est à coup sûr la première fois que j'en mange, et que quelqu'un, assis près de moi, m'incite fortement à manger. Comment cela s'est-il terminé ? Je ne m'en souviens pas. J'ai dû la manger. J'ai un vague souvenir de quelques grands arbres à quelque distance de la maison, mais 3 souvenirs précis de promenade. Nous sommes sur un chemin, entre les pâtures, il y a de grands bœufs blancs, impressionnants. Nous sommes arrêtés dans un chemin creux, à l'ombre des arbres qui poussent sur le talus, et je suis assis là. Il fait beau et chaud. Nous arrivons près d'une petite rivière, la Canne, sans doute. Je suis fasciné par l'eau qui coule, vite,
et tumultueusement dans mon souvenir. L'un des souvenirs les plus forts que je garde du Pron, c'est l'annonce que Madame Gervaisot est venue nous faire de l'arrivée des Allemands, sans doute vers le 20 juin, car mon père note dans son petit agenda le mercredi 19 juin, arrivée allemand Bourges. Nous étions tous dans une pièce du manoir. Madame Gervaisot est entrée et elle nous a dit, je me rappelle la gravité du ton, les Allemands sont là, vous n'acceptez pas de bonbons, vous ne ramassez rien. Je ne me rappelle pas les avoir vus à un moment ou à un autre. Le manoir était dans la nature. Quand nous sortions, c'était pour aller en promenade. Je n'ai pas le moindre souvenir d'avoir joué avec d'autres enfants. Pendant ce temps, qu'advient-il de mes parents et de ma grand-mère? Ils marchent avec la cohorte des réfugiés de l'Aisne qui sont dirigés vers la Mayenne. C'est ainsi qu'ils arrivent à Évron fin mai, où ma mère, ma grand-mère et ma petite sœur resteront jusqu'à fin juin, jusqu'à l'arrivée des Allemands qui vont faire partir les réfugiés pour occuper les baraquements où ils étaient hébergés. Ma mère et ma grand-mère vont y vivre les moments les plus dramatiques de leur exode. Le 17 juin au soir, alors que mon père est à Bourges pour tenter d'atteindre Nevers, l'aviation allemande bombarde le camp de réfugiés et la gare d'Évron. Le bombardement fait 39 morts au camp. Ma grand-mère m'a raconté un jour ce bombardement en présence de ma mère. J'ai vu les parois du bâtiment osciller, mais elles ont tenu bon. Certains sont sortis dès les premières bombes, mais nous sommes restés à l'intérieur. Donc quand nous sommes sortis au petit matin, c'était horrible. Il y avait des morts partout, dans un état épouvantable, des chevaux éventrés. Que serait-il advenu de nous si nous étions sortis? Pendant les instants qu'a duré ce récit, ma mère est restée muette, dans le silence, comme pétrifiée. Cette évocation était au-dessus de ce qu'elle pouvait supporter, 20 ans après. Ma grand-mère, sauf ce jour-là, ma mère, mon père ne m'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vécu en mai, juin, juillet 40. C'était trop douloureux à évoquer. Au début de 1940, ma grand-mère avait pris la précaution de doter chaque membre de la famille d'un tout petit sachet de toile, cousu à l'intérieur d'un de nos vêtements, contenant une prière, une invocation à la Sainte Croix, censée nous protéger, et nos noms et adresses. J'ai gardé mon sachet, qui est en piteux état, il a dû passer à la lessive. Cantonné à Évron, mes parents, désespérés, ont tout fait pour savoir si j'étais en vie, et si oui, où j'étais. À Liesse, le bruit courait que ma mère avait perdu la raison, devenue folle de désespoir. Il me faut dire ici quelques mots du petit agenda de poche 1940 de mon père. Mon père travaillait chez un comptable et il avait toujours sur lui un petit agenda sur lequel il notait le nom des clients à la date à laquelle il devait se rendre chez eux. C'est ainsi que j'ai su que le 5 mars 1940, nos meubles, qui étaient restés à Laon, sont arrivés à Liesse, déménagement, dans une maison que mes parents avaient louée et que nous n'avons jamais occupée. Dès qu'il a été en mesure d'écrire à partir d'Évron, il a noté au jour le jour ses pérégrinations pour tenter de me récupérer. Il a écrit à une date indéterminée en fin d'agenda « Reims évacué dans la Nièvre. Écrire préfecture Nevers ». Et le 14 juin, reçu dépêche adresse Marc. Parti le chercher. C'est donc le 13 ou 14 juin, 4 semaines après notre départ de Liesse, que mes parents apprennent que je suis vivant, que je suis dans la Nièvre, mais ils ne sauront où précisément que bien plus tard. Et mon père va noter, jour après jour, les étapes de son périple en pleine débandade du pays et de ses moyens de communication. Le 15 juin,
arrivée Angers, partie Saumur, Thouars. Loudun. Le 16, partie Thouars, Loudun. Loudun vers Tours par Châtellerault. Le 17 juin, partie Tours vers Bourges, arrivée à 5 heures du soir. Plus de train pour Nevers. Donc là, il va faire demi-tour. Le mercredi 19 juin, arrivée allemand Bourges. Le 23 juin, repartie Bourges vers Orléans à 5 heures. Et tout ce qui suit, eh bien, ce sont les jours et horaires de son périple de retour jusqu'à Évron. Le 24, arrivé à Orléans vers 11 heures. Le 25, partie 3 heures, Orléans vers Paris. Le 26, arrivé Paris-Austerlitz vers 10 heures. Plus de train pour Laval. Le 27 juin, à Paris, centre d'accueil École Bossuet, rue Guinemer. Le dimanche 30, 12 heures, reste 39 sous en poche. Suis allé chercher bon de transport, accueilli comme un chien, caserne des Tourelles. Lundi 1er juillet, vendu chevalière pour 125 francs, bijouterie, rue de Rennes. Train rétabli, Le Mans. Mardi 2 juillet, prix train 8 heures, arrivé Le Mans 1h30, couché centre d'accueil, rencontré parisien charmant. Le 3 juillet, prix train 7h16 Le Mans, arrivé Évron 9h15, femme partie. Cherche dans toutes les fermes après elle. À 2h30, apprend mairie qu'elle est à Ruillé. Y part avec vélo, arrivé 6h30. Le 4 juillet, il est reparti à Évron récupérer quelques affaires, sans doute laissées par ma mère. Il écrit « Retour avec bagage, arrivé Soulgé 8h30 soir. Le 5 juillet, reparti pour Ruillé, arrivé à 6h. Nous demeurerons à Ruillé-Froidfond, rue de l'Église, jusqu'au premier jour de décembre. Le samedi 6 juillet, mon père écrit pour nouvelles de Marc. Plus rien jusqu'au dimanche 21 juillet. Reçu carte de Madame Gervaisot. Marc est au château de Pron à Montigny-sur-Canne, Nièvre. À compter de ce jour, son écriture dans son agenda cesse d'être agitée. Elle est calme et maîtrisée. Le contraste avec tout ce qui a précédé est surprenant. Le 23 juillet, parti sous averse pour Longuefuy, prendre le train pour aller chercher Marc. 8 heures. Couché, centre d'accueil. Le 24 juillet, parti Le Mans à 8 heures, arrivé Fondette 12h15, pris Taco jusqu'au pont de Tours, Avon train 1h18 pour Saint-Quaise, arrivé 9h, 10h du soir, couché au centre d'accueil Maison Peuple, le 25 juillet, parti pour Cercy 11h, arrivé 12h20, déjeuner, parti Montigny sous averse, arrivé 16h30, attendons réveil Marc en causant avec les personnes qui ont recueilli notre petit chéri. La précision paternelle du point de vue des horaires à cette époque, et ça a toujours été comme ça par la suite, était absolument remarquable. Là, lorsque j'ouvre les yeux, ma mère et mon père sont assis au pied de mon lit. Je me rappelle ma joie et d'avoir dit « Ah, quelle bonne surprise !» De la suite jusqu'au 27, je n'ai aucun souvenir. Mon père écrit « Couché au château, Marc avec nous ». Le 26, mon père a noté, avec sa précision habituelle, parti vers Cercy à 8h15, arrivé 10h30, pris train Nevers, 11h10, arrivé 12h30, parti pour Saint-Quaise, 18h10, couché dans le train pour Tours. De toute évidence, le train attend le 27 au matin pour partir. Le samedi 27 juillet, mon père écrit « Parti Saint-Quaise à 7h30 pour Tours, arrivé 2h10 à Tours, Fondette, raté train pour Le Mans, couché chez Docteur Mercier, rue de la Gare,
à Fondette. Fondette qu'il écrit systématiquement sans S. C'est à Fondette que se situe le dernier souvenir de mon odyssée. Je suis au bord de la Loire, le pont de la Motte, le pont de chemin de fer, est cassé, et dans le sable de la Loire, qui brille sous un soleil radieux, ne coule qu'un filet d'eau. La Loire, en cette fin juillet, est au plus bas. Je n'ai pas de souvenir de mon arrivée à Ruillé et de mes retrouvailles avec ma grand-mère et ma petite sœur, mais j'ai de nombreux souvenirs de mon séjour, des quelques mois là-bas, qui sont tous des souvenirs ensoleillés. Ils ont changé de nature. Je me souviens de faits, d'actions, d'événements qui s'inscrivent dans une durée. Souvenirs de découverte, de bonheur. Sauf un. C'est déclaré sur tout mon corps une dermatose. Je suis couvert de petits boutons avec d'insupportables démangeaisons. Je me souviens parfaitement de la visite chez le médecin de Ruillé. Il m'a examiné à un bon mètre de distance et a conclu « Il a la gale ». Fureur de mon père en rentrant à la maison. C'est un imbécile. Il l'a même qualifié autrement. N'a jamais vu de gale. Conséquence à l'évidence du choc psychique que j'ai connu. Mais cela s'est calmé peu à peu et a disparu. Pas totalement, cependant, car il m'arrive encore, 77 ou 78 ans plus tard, que les symptômes réapparaissent pendant quelques jours entre les doigts de mes mains. Quelques souvenirs particulièrement forts. Je me souviens du calvaire de Ruillé tel qu'il était à l'époque. Il est maintenant grillagé, érigé sur une grande grotte artificielle dans laquelle j'allais courir. J'allais repérer et visiter les escargots, petits gris, dans les anfractuosités du mur qui clôturait le jardin côté rue. Je me rappelle le curé de Ruillé, poussant devant lui un peu durement une fille, penaude, de 14 ou 15 ans, vers l'église. Avait-elle commis quelque manquement à l'innocence qui méritait confession et pénitence? L'enfant que j'étais ne pouvait pas se poser pareille question, mais cela m'a laissé un souvenir vif. Je partageais le lit de ma grand-mère. Dans le matelas sur lequel nous dormions, une souris avait élu domicile, sans doute bien avant notre arrivée. Son agitation nocturne excédait ma grand-mère. Nous avons sorti le matelas dans la cour, devant le jardin, et nous l'avons battu avec des manches d'outils, et j'ai vu la souris en sortir et s'enfuir. Un après-midi de grand soleil, je jouais avec mon père dans l'allée du jardin, et nous nous sommes mis à nous lancer des tomates abîmées. Et à un moment, mon père ne m'a pas raté, et j'ai pris une tomate en pleine figure. J'ai trouvé cela amusant, plus que ma mère qui a dû me nettoyer. Et puis les promenades en famille, les marches jusqu'à la ferme hors du village où nous allions acheter des œufs et du beurre, et la découverte de tous les animaux de la ferme, et à l'automne, des betteraves fourragères, roses et rouges, qui me paraissaient énormes. Et c'est vrai qu'elles étaient énormes, magnifiques, fruits d'une terre qui n'était pas gavée d'engrais chimiques, mais nourrie, fertilisée au fumier. Les vaches et les veaux, de près, me faisaient un peu peur. Nous étions encore à Ruillé lorsque nous avons eu des nouvelles de mon arrière-grand-mère. Mais elle est morte en 1941, là où l'Exode l'avait menée, loin de nous. Le 3 décembre, mon père a noté « Départ Gênes-Longuefuy, 15h56 par Sablé, Le Mans, Tours ». Je me rappelle le trajet de Ruillé à Gênes-Longuefuy, en tombereau, tiré par un cheval. Il pleuvait. Nous sommes allés nous installer à Marché, près de Liesse, où ma grand-mère a retrouvé sa maison, ma maison natale. Au château de Pron, à Montigny, Madame Gervaisot a bien sûr donné à mes parents le nom et l'adresse de François Holzmann, que mon père a noté dans l'agenda, soldat qui a trouvé Marc le 18-5, Holzmann François, cité du Tunnel bis 163 à Aubers, Meurthe-et-Moselle.
Il m'a fallu deviner qu'il s'agissait d'Aubois. Aussitôt installé à Marché, mes parents ont écrit à madame Holzmann pour avoir des nouvelles de son mari. Dans une lettre laconique, elle a répondu qu'il avait été tué en juin. Par pudeur, mes parents n'ont pas osé correspondre davantage. En décembre 1941, j'ai écrit à madame Gervaisot pour la nouvelle année. Elle m'a répondu, le 8 janvier 1942, je lui ai écrit à nouveau à l'adresse que sa lettre donnait. Je n'ai jamais eu de réponse. Elle avait peut-être déménagé, et ma lettre s'est perdue. Je n'ai jamais eu de nouvelles de madame Gervaisot. Voilà, tout y est.